Dans l'ombre d'une vie apparemment parfaite, une femme respectée, épouse de militaire, a été méthodiquement détruite. Un matin de novembre 2022, Heather Cornelius est arrivée à l'hôpital les yeux brûlés par une substance caustique. Ce qui ressemblait à un accident ménager était en réalité une attaque chimique préméditée qui allait lui coûter la vue à jamais. Voici l'histoire d'un silence qui a fini par parler plus fort que les cris, d'une façade irréprochable qui masquait un enfer, et d'un système censé protéger qui a failli tout laisser passer. Heather Cornelius était une épouse de militaire irréprochable, fiable, solide, discrète. Pourtant, derrière cette image de stabilité, son existence était peu à peu devenue une prison de contrôle et de manipulation, invisible aux yeux du monde. Ce qui passait pour un foyer modèle s'était transformé en zone de guerre intime, jusqu'à l'agression chimique calculée qui lui a ravi la vue. L'appel n'est pas venu des urgences habituelles. Pas d'un proche, pas d'un voisin, pas même d'une patrouille de routine. Il est venu d'un jeune interne inquiet qui a repéré des incohérences dans un dossier de triage. Des détails qui juraient avec le récit officiel. Il a signalé qu'une femme avait été admise avec de graves brûlures chimiques aux yeux, prétendument causées par un produit pour four. Les lésions étaient trop graves, trop propres. La substance avait saturé les yeux sans aucune projection externe, ce qui évoquait une application délibérée, peut-être préparée de longue date. Heather Cornelius est arrivée au Richmond Général peu après 6 heures du matin, le 18 novembre 2022. L'homme qui l'accompagnait a rempli son nom sur le formulaire d'admission et a disparu avant qu'on puisse vérifier son identité. Heather ne parlait pas. On ignorait si elle ne pouvait pas ou si elle choisissait de se taire. Ses pupilles ne réagissaient plus, les nerfs optiques étaient gravement atteints. Le médecin urgentiste a constaté une exposition à une substance alcaline hautement corrosive, très loin des produits ménagers classiques. Pendant les 2 premières heures, aucune réaction à la lumière, les paupières déjà enflées et presque fermées. Les brûlures des 2 yeux étaient parfaitement symétriques. Ça comptait. Parce que les vrais accidents ne dessinent pas de demi-cercles impeccables sur les cornets sans toucher les joues, le front ou le menton. Des résidus aussi nets, plus une paire de gants nitriles retrouvés dans son sac, ne collent pas avec un malheureux incident. À 7h50, le responsable médico-légal de l'hôpital appelait déjà la police de Richmond. Quand l'agent Diane Lowry est arrivée dans la zone sécurisée des urgences, elle n'avait presque rien, pas de scène de crime, pas de plainte déposée, pas de témoins coopératifs. Mais en Virginie, la loi impose de signaler toute blessure suspecte liée à des violences conjugales. Cela a déclenché les protocoles obligatoires de conservation des preuves et donné au dossier son premier point d'ancrage. Heather était consciente mais désorientée. Elle ne savait plus où elle était. Elle répondait quand on lui parlait, parfois d'un souffle ou d'un signe de tête. Pourtant, elle n'a jamais demandé où étaient ses enfants, ni même ce qui lui était arrivé. Les infirmières ont noté qu'elle se crispait au moindre contact physique, surtout avec le personnel masculin. Quand on lui a demandé directement si quelqu'un lui avait fait du mal, elle a répondu non, fermement. Elle a tressailli quand une infirmière a touché son bras. C'est le toxicologue de garde qui a fait basculer l'affaire. Il a souligné que la profondeur et la symétrie des brûlures correspondaient à une exposition ciblée. La substance était de la soude caustique de qualité industrielle, pas un nettoyant ménager ordinaire. Il a aussi conseillé au personnel de mettre leurs affaires en sécurité, l'agent était dangereux. Les ambulanciers avaient déjà retiré le haut des heures, l'agent Lowry a récupéré le reste Jean, chaussettes, sous-vêtements et les a placés sous scellés avec étiquette de chaîne de custodie. Aucun vêtement déchiré, aucune trace de lutte. Les blessures semblaient appliquées avec soin, sans défense, sans altercation. À 10h13, Heather était transférée au Walter Reed pour son statut militaire actif au sein de l'US Coast Guard. L'affaire passait au niveau fédéral, le NCIS et le CGIS, service d'investigation de la garde côtière, prenaient le relais. Le rapport initial de l'agent Lowry résumait, victime de 34 ans, BM2 Heather Cornelius, brûlure chimique grave aux 2 yeux, cécité totale. Explication officielle, accident avec un produit pour four, mais incohérence manifeste. Pas d'appel au 911, pas de témoin, personne sur place sauf le « proche » qui avait prévenu la famille. 2 jeunes enfants mentionnés au dossier. Pas encore de suspect, pas de mandat. Ce qui a vraiment fait avancer l'enquête, c'est un petit sachet plastique dans le sac d'Heather, un gant en latex masculin, légèrement taché au doigt, avec un pH entre 13 et 14. Les notes médicales précisaient qu'elle ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait et restait autrement muette, comme si elle répétait intérieurement ce qu'elle finirait par dire.
En fin de journée, 2 dossiers distincts étaient ouverts, l'un à l'unité violence conjugale de Richmond, l'autre au commandement fédéral militaire. Même patiente, même question, comment une femme se retrouve-t-elle aveugle à l'hôpital sans que personne n'explique rien? La garde côtière ne perd pas facilement la trace des siens, surtout pas une BM2 au dossier impeccable. Heather n'avait jamais raté une revue, jamais manqué un service. Quand elle n'a pas pointé le 18 novembre, son officier supérieur n'a pas cru à un simple rhume. En 1 heure, absence injustifiée signalée. En 24 heures, le CGIS lançait une vérification de routine pour militaires blessés dans des circonstances suspectes. Ce qu'ils ont découvert fissurait l'image de la professionnelle irréprochable. Son dossier était vierge, aucune sanction, évaluation élogieuse, discipline de fer. Mais son empreinte numérique personnelle racontait autre chose. Ces 6 derniers mois, interaction hors base réduite à presque rien. Plus de réseaux sociaux personnels, chute de 83% des SMS sortant sur 3 mois. 2 numéros récurrents appelés tard le soir, celui de sa mère, et un portable prépayé intraçable. Une demande de congé déposée 6 semaines plus tôt pour raison familiale, approuvée, puis annulée sans explication. À la question de son supérieur, elle avait répondu « c'est réglé maintenant ». Les logs d'accès à la base montraient un changement, elle qui arrivait toujours en avance commençait à être en retard, son badge scannait moins souvent. Caméra de la porte 3, elle jetait des regards fréquents dans son rétroviseur, comme si on la suivait. Le 22 octobre, elle retirait l'autocollant militaire de son pare-brise interdit. Elle avait déménagé hors base dans un petit appartement, demande de prime logement datée du 10 septembre. Son coffre militaire était vide, seule la plaque avec son nom restait. Aucun de ces signaux n'était une preuve formelle d'abus, mais tous dessinaient le portrait d'une femme qui cherchait à disparaître discrètement. L'ancienne colocatrice d'Heather, BM à Angela Reed, a confirmé, ces derniers mois, Heather était devenue hyper contrôlée. Elle prévenait quelqu'un dès qu'elle quittait une pièce, comme si elle devait demander l'autorisation. Elle refusait les covoiturages, déclinait les invitations à dîner en disant « sauf s'il dit que c'est ok ». Personne ne savait de qui elle parlait. Dans le sac de sport d'Heather, les enquêteurs ont trouvé une enveloppe blanche scellée contenant un projet de modification de garde, non signé, non daté. Les enfants étaient mentionnés, elle comme seule requérante. La partie « risque pour la sécurité » était vierge, mais en marge, de son écriture, supprimée si menace à nouveau. Le document datait de 5 jours avant l'attaque. Dans ces dossiers militaires, un seul nom revenait comme contact d'urgence et ancien conjoint depuis 7 ans. Pourtant, aucune trace de violence signalée lors des 3 derniers examens médicaux. L'agression n'avait rien d'impulsif, elle était le point final d'un lent travail de sape. Dans les emails militaires d'Heather, à partir de mi-août, chaque message envoyé hors firewall était en copie cachée à une adresse protonmail chiffrée. Plus de 40 messages, sans texte, uniquement des pièces jointes, scans de documents personnels, photos de famille, historique d'appels, captures de SMS. Elle documentait. Méthodiquement. Comme on le lui avait appris à l'armée quand les canaux classiques sont compromis. En 48 heures, le diagnostic passait des « expositions accidentelles » à « applications intentionnelles ». L'ophtalmologiste, brûlure parfaitement identique, sans éclaboussure, pas de traces sur le visage. Pas une pulvérisation, on avait versé. La soude caustique pure, pH 13,7, venait d'un bidon industriel pour débouchage de canalisation lourde. Le gant retrouvé dans son sac portait la même concentration. Un ticket froissé dans une poubelle, gant nitrile, nettoyant industriel, bouteille d'eau. Achat 2 jours avant. Caméra du magasin, homme seul, capuche grise, casquette de routier, démarche reconnaissable épaules étroites, légère boiterie gauche. Paiement en espèces. Le 20 novembre, perquisition au domicile. Maison impeccable, presque aseptisée. Dans la poubelle sous l'évier, le bidon, même l'eau. Dans la buanderie, une paire de gants nitrile encore humides, résidus de soude à l'intérieur. Coussin du canapé, cercle alcalin visible sous lumière alternative. Aucune trace de lutte. Le téléphone d'Heather n'a plus bougé entre 21h12 et 4h06. Aucun appel 911. À 21h44, un SMS reçu, tu n'as pas répondu à la porte. Tu rentres? Pas de réponse. Le système de vidéosurveillance déconnecté la veille à distance, données effacées. Les abrasions dans les plis des paupières étaient sans équivoque, on lui avait maintenu les yeux ouverts de force.
L'ophtalmologiste légiste, aucun scénario accidentel ne peut expliquer cette régularité. 72 heures après l'admission, analyse complète des appareils. Téléphone militaire nettoyé manuellement, mais les sauvegardes automatiques militaires avaient tout conservé. Un second téléphone prépayé dans un tiroir, dizaines de captures d'écran prises quasi en temps réel, messages, virements, menaces voilées. Une note non envoyée, si quelque chose arrive, vérifiez la clé USB noire dans le coffre mural. Code égale son matricule. Dans le coffre, la clé. 86 fichiers. Dont un enregistrement du 12 août 2022, voix masculine calme, tu sais ce que je peux te faire si tu pars. Tu l'as déjà vu. Vidéo de la dashcam orientée garage, même silhouette, 2 apparitions nocturnes, la seconde tenant un bidon identique à celui de l'attaque. Dernier fichier audio, 14 secondes, voix posée des heures, ceci est pour celui qui trouvera ça. Je ne suis pas tombé. Je n'ai pas trébuché. Si je suis blessé, ce n'est pas de ma faute. 5 jours après l'agression, l'enquête devenait criminelle fédérale. Caméra d'un magasin de bricolage, même homme, même hoodie, mêmes achats, 2 jours avant. SUV blanc sans plaque avant filmé devant chez elle plusieurs fois. Le 18 novembre à 3h18, la voiture entre dans la rue, repart 40 minutes plus tard. Heather arrive à l'hôpital moins de 2 heures après. Interrogé, le suspect nie tout, prétend avoir dormi. Son téléphone le place au magasin. Le SUV est à son nom. Les gants retrouvés chez lui portent son ADN partiel à l'intérieur. 9 jours après l'attaque, Heather parle enfin. Ton calme, factuel. Elle était rentrée pour parler des enfants. On lui a demandé de fermer les yeux. Puis le bruit d'un bouchon, la brûlure. Elle n'a pas pu bouger. Mon corps et ma tête étaient bloqués. Les charges, tentative de meurtre au premier degré avec agent chimique, lésion malveillante aggravée, incapacitation d'un officier fédéral. Mandat d'arrêt émis le 27 novembre. Mais quand les autorités arrivent en Alaska, où il s'était réfugié, il s'est suicidé d'une balle dans la tête 20 minutes après le premier appel. Dossier clos par le décès du suspect. Pas de procès, pas de condamnation. Heather, aveugle à vie, réformée avec honneur. Ses enfants lui sont rendus. Elle touche une pension complète et des indemnités. Des mois plus tard, elle prend la parole devant des policiers, j'ai appris à traiter ma vie comme des preuves bien avant que quiconque pense qu'il y aurait un crime. Elle insiste, repérer tôt, documenter toujours, ne pas attendre les bleus visibles. Son dossier est devenu module de formation dans plusieurs services. On y enseigne désormais que le contrôle le plus dangereux est celui qui ne laisse aucune trace visible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si une partie de cette histoire vous parle, n'attendez pas l'urgence. Notez tout. Parlez. Trouvez de la sécurité. Vos intuitions ne sont pas de la paranoïa, ce sont des données. Et parfois, c'est tout ce qui vous sauve.